Ça va apporter à votre projet un ensemble de dépendances. Voilà. Et donc alors, ils vont gérer donc les versions, donc c'est-à-dire les dépendances. Donc si vous avez une librairie a besoin d'une version X d'une autre librairie, eh bien les versions sont gérées entre les dépendances. Donc alors, vous n'avez pas ce problème de versionning. Cette dépendance va leur ajouter à son tour donc les éléments dont elle a besoin. Donc alors, ici, les versions, donc les dépendances sont gérées. Donc alors, automatiquement pour vous, vous ne devez pas aller mettre à jour donc les librairies enfants, donc les versions des librairies enfants, parce que la version de la librairie parente a été mise à jour. Donc alors, Spring Boot vous épargne tout ça. Donc alors, quand on parle de starter, on parle en fait donc de microservices. Et c'est quoi? C'est une architecture et une approche de développement logiciel qui consiste à décomposer les applications en éléments plus simples, indépendants les uns des autres. Comme ça, on peut rendre notre application modulable. Donc, c'est-à-dire que si vous proposez une solution un jour à des instituts, des organisations ou bien des ASBL, des structures qui veulent gérer leurs membres et gérer aussi leurs finances, eh bien, vous pouvez faire des formules premium, enterprise, standard. Et avec ce système de développement, vous avez la possibilité de vendre soit le module, par exemple, finance à part, soit alors vous augmentez votre abonnement en proposant la gestion financière et aussi la gestion des membres avec une formule un peu plus complète, mais avec un abonnement un peu plus cher par mois. Voilà. Donc ici, par exemple, quand on a chargé, donc alors la Spring Boot Starter Web, il nous a téléchargé, donc alors, toutes les dépendances que lui a besoin. Parce que Spring Boot Starter Web, lui, dépend d'autres librairies qui sont chargées automatiquement. Vous n'avez pas à vous tracasser ou bien à apprendre qu'est-ce que je dois télécharger pour que Spring Boot Starter fonctionne. Il le fait pour vous. Oui, donc je zappe. Ici, ça c'est pour les tags parents. Définir. Oui, c'est juste pour vous dire que ici, voilà, donc, au niveau des pommes, les fichiers pommes, parfois vous avez des applications qui ont besoin de la même, d'une même section du fichier pomme. Pour ne pas la répéter au sein de chaque projet, simplement, on va créer un pomme parent quelque part et on va l'appeler à partir des pommes enfants. C'est une sorte d'héritage entre les fichiers pommes. Sachez que ça existe et que c'est possible. On n'est pas là, nous. Ok, donc si Regarde, on revient sur notre... Oui, j'ai une petite question, s'il te plaît. oui. Microservices, tu peux nous donner un exemple des microservices, dans un exemple réel de décomposition de code dans la Oui. société, par exemple? Euh, Genre, par exemple, décomposer quoi de quoi? Genre, quand le code est grand, genre, quand il est très long, on décompose le code ou c'est les Ça services qui sont... dépend, ça dépend dans la version complète de l'algorithmique. J'explique un petit peu cette notion de décomposer, savoir où on peut s'arrêter au niveau de l'affinage donc d'une problématique. Euh, donc alors décomposer en fait donc une application, on crée des microservices. Donc si vous avez besoin, attends, je vais voir si je peux. Donc alors ça s'appelle Digi. Je veux voir par rapport à cette application. Je suis sur l'autre écran. Donc ici, on peut regarder ça donc par rapport à. Je vais voir la maquette là. Donc ici, par exemple, dans cette application, ce qu'on peut faire, c'est créer des microservices en fait pour chaque module ici, pour chaque fonctionnalité. Il faut savoir que à un moment donné, si on crée des clients, c'est parce ils vont acheter des articles. Quand ils achètent des articles, on va devoir leur facturer. Ça n'a pas de sens de vendre ce module facture sans inclure les clients et les articles. Donc alors, ici, je peux créer un microservice.
Je peux créer des microservices au niveau des entités ici, comme vous allez voir. Un microservice article, un microservice client, un autre facture et l'autre dépense, et puis l'autre contrat. Ces microservices, je vais les appeler au sein de mon application. Donc alors, pour avoir ce CRM en fait ici, donc ça pourrait être des microservices. Maintenant, si tu veux rendre ton application modulable et créer des formules d'abonnement, donc tu peux dire, OK, dans cette application, je vais rendre l'option contrat optionnelle. Donc, c'est-à-dire un upsell, on appelle ça en marketing. Donc, je vais vendre à mon client un système de gestion de facturation. Mais si pour ces clients, lui, il souscrit des contrats, chose qui n'est pas automatique chez tous les clients, parce que tout le monde n'en fait pas de contrat. Quand on facture, on ne va pas forcément établir des contrats. Mais on a qui auront besoin d'établir des contrats à leurs clients avec des paiements mensuels, récurrents automatiques. Donc alors, je peux créer deux modules. Le premier, contient les microservices, par exemple, article client, facture, dépense. Et l'autre ne contient que les contrats. Et c'est Bien ça sûr, l'API? L'API, c'est une API aussi, en même oui, temps. ça va être une API. Vous allez développer une API hein, dans un premier temps. Ah, Et d'accord, après, le merci. front par après. Merci, Emmanuel. Vous allez voir, vous allez pouvoir exposer toutes ces méthodes au travers un Swagger, celui que je vous ai montré hier. Vous allez devoir faire la même chose, hein, ça va? Swagger, c'est plutôt pour documenter mon API, on est d'accord? C'est ça, Swagger, c'est pour exposer de un vos méthodes, deux Mhm. les documenter, c'est-à-dire générer une documentation Ok, et exposer votre métier sur Internet, donc sur un navigateur web. Ouais. ok, D'accord? merci. Donc, Voilà. Mounir, Oui, excuse-moi, c'est vraiment pour vraiment être beaucoup, pour bien comprendre le concept de microservice. Donc, en gros, si je dois le comprendre, je peux me dire, par exemple, que quand je crée l'application, du coup, il y aura des parties premium, standard, des trucs comme ça. Et c'est à cause de ces choses-là on va développer des codes, en fait, qu'on va utiliser des API pour pouvoir, qu'on va utiliser, en fait, qu'on va créer des codes qui seront des API. Et c'est ça qu'on appelle le microservice? donc alors, l'idée c'est quoi? Oui. Ça, c'est juste en fait un avantage qu'on peut tirer en se basant sur un développement de type microservice. Si vous regardez avec moi ici, parce que les microservices, c'est un peu plus au niveau implémentation et module, c'est un peu plus au niveau marketing. Donc, si je vais voir sur Anydesk, je vais... je- sur Learning Box. Donc alors, je vais sur accepter. Voilà. Donc alors, ici, Je prends le stylo. donc vous avez vos différents navigateurs. Allez, donc disons Chrome ici, hop. Et je vais à Microsoft, Firefox. Donc alors, ces navigateurs, en fait, eux, ils vont pouvoir attaquer, donc alors, votre site e-commerce, par exemple. Ouais. Ou bien, ils vont pouvoir exposer, par exemple, votre API. Donc alors, ce qui se passe, en fait, ici, c'est que vous avez une sorte alors d'API. Mais cette API est attaquable par peu importe le navigateur. Hop. Donc, alors cette API, ou bien cette application, elle peut proposer, donc, derrière, en fait, ce qu'il y a, il y a des microservices, en fait. Donc, ces microservices, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, article service, service, il y a quoi? Client service, il y a facturation, ou bien facture service, dépense service. Quand on développe une application comme celle-là, donc alors l'API va solliciter ces services hein, pour avoir une interface commune. Et donc alors quand on développe un microservice, la philosophie derrière, c'est qu'il soit réutilisable. Donc c'est-à-dire que dans le microservice, on va
on va mettre tout ce qu'il faut pour que ce microservice soit le plus indépendant possible, même son interaction avec la base de données. Donc, c'est-à-dire la couche repository que vous allez voir avec moi, alors. Donc, ce serait... Donc, ici, dans article, on va voir donc ces requêtes, en fait, qui vont être développées dans ce service et qui attaquent. Donc, alors, les tables concernant tout ce qui concerne article, en fait, ici. Donc, alors, vous allez voir une sorte de, je ne sais pas moi, ici. Parce que dans une base de données, vous appelez ce qu'on appelle des schémas. Et schémas, c'est quoi? C'est juste un ensemble de tables concernant une entité ou bien une entité métier bien particulière. Donc, alors, si je fais comme ça, eh bien, je crée, par exemple, article DB. Bon, il fait partie de la même DB, mais simplement, donc, histoire de vous illustrer ça. Et là, vous avez ici une sorte d'un microservice. En fait, c'est ça. Oui. Et là, ainsi de suite pour les autres. OK? C'est bon. Donc, alors, on peut réutiliser, en fait, donc, ces microservices. Si à un moment donné, vous créez, comme par exemple, je ne sais pas moi, Odoo, Zoho, CRM, donc les CRM connus sur lesquels on travaille, vous ajoutez une nouvelle fonctionnalité qu'à un moment donné, vous avez besoin d'articles. Vous ne devez pas redévelopper article. Simplement, vous appelez les méthodes que vous avez implémentées dans cette partie pour le nouveau module. Ça va? Vous voyez un petit peu le truc? Oui. D'accord. OK. Donc alors, je continue. Donc ça va être des interfaces, Mounir, c'est ça? Oui, mais attention, qu'est-ce que tu veux dire par interface? Est-ce que tu parles des interfaces au sens orienté objet ou bien des interfaces API, Web API? Orienté objet. Ce sont des interfaces, oui. C'est ça d'où, si vous vous souvenez On dans la récupère que les révision, méthodes, en fait, les méthodes qui nous intéressent. ouais, des méthodes qu'on peut exposer, qu'on va vendre, en fait. Et donc, si vous vous souvenez, hein, ici, dans cette partie indispensable, regardez ce que j'ai fait. Parmi les avantages de passer par les interfaces, eh bien, c'était ça. Donc, regardez, je descends. Là, on a vu à un moment donné API quelque part. C'était où? C'était où? Euh, Oui, on avait abordé cette notion d'interface. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de protéger notre code. On expose la signature de la méthode, mais jamais son code. Parce que si on peut récupérer votre code, ben, on va revendre ce que vous avez crevé pour le faire. Ben, j'expose les interfaces, mais pas plus que ça. Munir, j'ai une petite question. Ça peut être une question un petit peu bête, mais bon, ça me permet d'éclaircir un petit peu pour moi. D'accord. C'est quoi la différence entre une API et une API REST? Une API REST, c'est une API. Ok. Et une API REST, une API. Mais il y a tout un module pour ça. Donc ici, que je vais vous donner. Une API REST, une API RESTful. Donc c'est-à-dire que on va pouvoir échanger avec, entre deux applications via donc alors un protocole ou bien via un type de codage JSON, donc des informations. Donc ici, gardez en tête simplement, on n'est pas encore là, on va voir ça en détail, ça va. Simplement que l'API va permettre d'avoir des applications distribuées sur Internet. Ce qui va nous donner une flexibilité, donc alors très importante. Et on verra ça, donc alors en détail, au moment voulu. Voilà. Donc alors, je reviens un peu sur Spring. Tac. Et oui, donc alors je suis arrivé là. Yep. Donc alors la classe. OK. Donc alors je vais sur
Donc, je vais sur Spring. Et alors, ici, vous avez, hop, donc vous avez, hop. Donc ici, quand vous créez donc, une application de type Spring Boot, donc une application web, donc il y a chaque fois une classe qui est générée automatiquement par Spring Boot. Donc cette classe, on va la trouver où? On va la trouver ici. Hop. Et alors cette classe va créer donc alors une application context dans lequel iront toutes les configurations générées automatiquement ou ajoutées par vos soins. Donc ici, si vous voyez dans cette application, vous avez une annotation là, ici. Donc, cette annotation, en fait, donc l'objectif, c'est aider. Donc, elle va vous aider à configurer automatiquement Spring. Si je fais comme ça. Donc, à la place de taper tout ça, toutes ces annotations avec ce jargon-là, ici, tout a été encapsulé et camouflé pour vous. Le fait de mettre cette annotation remplacerait tout ça. Je suis allé ici en faisant un clic sur la touche contrôle, en cliquant sur la touche contrôle sur mon clavier et en cliquant. C'est comme ça que vous pouvez faire pour aller voir la documentation des annotations qui font partie de Spring. Donc, ça va vous permettre de comprendre un petit peu l'architecture, donc la personne qui a développé cette annotation, donc la version de l'annotation. Et voilà, c'est une interface un peu spéciale de Spring. Voilà, ici. Et simplement, c'est pour vous épargner le fait d'automatiser, de configurer des choses qu'on peut automatiser, en fait, ici. Voilà. Donc, alors, c'est ça un peu l'architecture, c'est que vous avez un point d'entrée. Donc, alors, un point d'entrée de votre application, c'est une méthode main qui a cette annotation. Et quand vous lancez votre application et que vous tapez des requêtes HTTP, vous envoyez par exemple des formulaires ou peu importe, tout va passer par là. Comme ça, on va voir ce système de dispatching avec les contrôleurs, les modèles, et puis alors comment, après, on va développer la partie front avec Angular. Donc alors, voilà, ici, donc je reviens sur le cours. Voilà, vous avez cette annotation. Donc alors, eh bien, l'annotation Spring Boot application, celle-là, est équivalente à quoi? À configuration, donc enable configuration et puis component scan. Donc la configuration donc, donne à la classe actuelle donc, la possibilité de définir des configurations qui iront remplacer les traductions de fichiers XML. Alléluia, heureusement, parce que ça c'était l'enfer avec les fichiers XML. Donc enable auto configuration, donc ici, donc au démarrage Spring de générer automatiquement les configurations nécessaires en fonction des dépendances situées dans notre classe path. Donc alors, c'est le fait d'aller ajouter les dépendances nécessaires. Donc alors, quand on cochait, vous voyez les starters, en fait, ajouter donc les dépendances nécessaires, donner la possibilité à cette classe de scanner les classes de ce package afin de trouver des bins de configuration. Donc alors, cette classe, elle va pouvoir scanner alors les classes du même package. Là, vous avez votre application. Donc pour aller chercher donc alors des classes. Et ça, on verra ça dans ce qu'on appelle l'injection dépendance. C'est-à-dire, je vous ai parlé il y a 2 jours sur le fait que vous allez être épargné de taper chaque fois l'igno, le mot-clé new. Et ça, vous verrez ça avec l'injection dépendance. On verra ça à Spring et aussi à Angular. C'est un peu le même principe. Voilà, donc dans vos applications, en fait, vous avez un fichier de config qui s'appelle, voilà, donc application.properties. Vous allez voir que même ce fichier, en fait, on va le remplacer par des fichiers YAML, de type YAML. Et vous verrez pourquoi moi je vais faire ça. C'est très intéressant. Mais en tout cas, voilà. Éventuellement, vous allez être amené à utiliser ce fichier parce que simplement, il y a des applications qui tournent avec ce genre de fichier de config. Eh bien, sachez que application Properties permet simplement de modifier très simplement un nombre impressionnant de configurations liées à Spring. Voilà. Donc, il contient des paramétrages, on verra ce que c'est. Entre autres, la connexion vers la base de données, l'environnement d'exécution, est-ce que c'est un environnement de développement ou bien de production, et puis ainsi de suite. Aussi, la configuration du serveur Tomcat,
Et qui dit serveur, donc dit port, c'est-à-dire que notre application va être configurée sur un port. On va pouvoir spécifier l'emplacement du fichier log. Hein, voilà, et les paramètres d'envoi de mail. C'est un fichier de configuration générale qui contient des réglages. Voilà. Maintenant, je vous invite à exécuter votre application. Vous allez voir que c'est simple. Pour lancer l'application que vous venez de créer, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est faites-le avec moi. Vous allez faire un clic droit sur la classe principale, celle-là. Vous allez sur Ranaz. Ensuite, vous allez sur Spring Boot App, ici, et je lance. À la fin de l'exécution, l'application va être lancée sur un port. Normalement, par défaut, c'est le port 8080. Et on va aller consulter l'application à partir du navigateur. Voilà. Mon application est lancée. Donc, Tomcat started on port 8080. Et quand il est lancé sur le localhost. Hein? Donc alors, maintenant, il suffit d'aller sur localhost, taper donc sur Chrome, votre navigateur, donc localhost 2.8080. Vous allez voir une page web avec une petite RA, donc localhost 8080, enter. Et voilà. Donc, le fait de voir cette page veut dire que votre application est lancée. C'est une page par défaut car on n'a pas encore développé le front. Nous, avant d'attaquer la partie front et de développer le front, d'abord, on attaque les fondations. Parce que le front, voilà, il va solliciter quoi? Il va solliciter un back. Nous, on va développer le back avec l'API. Une fois qu'elle est prête, ben, on va l'attaquer à partir d'une application Angular, donc à partir du front. Mais ici, on arrive à visualiser maintenant cette page, c'est que notre application est lancée. Et voilà, c'est votre first application, donc string, que vous avez lancé maintenant. Ici, on attaque un peu l'essentiel, histoire d'avoir vraiment les bases, pour qu'on puisse avoir le temps pour faire le tour. Alors, sur votre application, pour faire le tour d'une application de A à Z, full stack. N'oublions pas un peu l'intitulé de la formation. On reviendra sur tout ça par après. Ça va tout le monde? Des questions? Ouais, moi j'en ai une. Tu as été un poil vite sur donc l'application Hello Spring. Tu fais un run as config, c'est ça? Oui, donc je peux reprendre un peu le truc. Ouais, Je vais arrêter l'application. Regardez, pour arrêter l'application, carré rouge. donc alors ce que vous faites, c'est cliquer sur le petit carré rouge ici. Hop. Là. Je vais cliquer sur le petit carreau rouge ici. Hop. Et je relance mon application. Yep, j'attends. Il arrête le Tomcat, il arrête, voilà. Et je relance. Donc alors, un clic droit, pas sur le projet, sur la classe qui porte le nom du projet application. Ça va? Application, je vois, ouais. Ranaz, Spring Boot App. Ah ouais, c'est ça. C'est ce que je me suis trompé. J'ai fait configuration. Mounir, Oui. les histoires de couches, on va les revoir ensemble? Oui. On va voir un peu le... On va les revoir. On va voir un peu le... Et quand est-ce qu'on sait si on doit... Pardon? On n'a pas encore attaqué cette partie, donc c'est dans la suite. Ok. Et je voulais savoir, quand est-ce qu'on sait quand on doit créer un document Maven ou alors
plutôt un document en Spring Boot. Bah, en fait, il ne s'agit pas d'un choix entre les deux, ce sont complémentaires. Maven, c'est un système de gestion de projet, d'accord? Et Spring Boot, c'est une application basée sur Spring Boot qui nous donne l'infrastructure pour avoir une application qui tourne sur un serveur consultable à partir d'une page web. Donc maintenant, si toi tu veux créer une application console ou bien créer une application par exemple où tu as besoin d'ajouter des dépendances et tout ce que tu as à faire, c'est aller créer un projet de type Maven. Tu vois, tu tapes ici Maven, Maven Projects. Donc, pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de tout ce qui est HTTP, tout ce qui est, tu vois ce que je veux dire, Spring. Ok. C'est juste une application Java, en fait, ici, tu vois, avec un système de gestion de dépendance. Mais par contre, si tu veux une application, une vraie application qui tourne sur un navigateur, tu tapes Spring ici. Ok. Mais n'oubliez pas que Spring, regarde, nous on a créé un Spring Boot, une application Spring Boot, et elle inclut Maven, tu vois. Pourquoi? Parce que cette application, ici, notre besoin, c'est quoi? C'est avoir une application avec un système de gestion de dépendance et aussi qui gère le protocole HTTP, par exemple, tu vois. D'accord. Pour ça, tu as les dépendances Maven, mais tu as aussi tout ce qui est Spring, et voilà. Ok, ouais, je comprends. Super, super, super. Si vous n'avez pas des questions, on passe à la suite. Moi, ça me